Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne cessera sans doute jamais de regarder avec un intérêt, un amour tout à fait particulier le cinéma que produit le monde de l'animation asiatique, japonais tout spécialement, qui de façon constante et répétée nous émerveille, nous surprend, nous bouleverse, nous secoue, et c'est quand même la raison qui nous pousse à nous enquiller autant de films chaque année. Nouvelle illustration avec Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, dont on va causer avec un trio tout à fait perméable à l'émotion Daniel Andreev. Salut Daniel. Os, Ça veut dire bonjour? ça veut dire salut. Ah, c'est super, on apprend plein de choses. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour en français, Bonjour, c'est bah oui, bien sûr, lamentable. c'est la France Non, quand même, on est quand même en France. Attends, je peux dire Merde. sushi. Je peux dire sushi. C'est extrêmement raciste. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 214 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Ça part bien cette histoire. Les Enfants du Temps nous racontent donc l'histoire du jeune Odaka, fraîchement débarqué dans un Tokyo où il peine à trouver sa place, embauché dans un magazine spécialisé dans le paranormal et dépêché auprès d'un étrange groupe suspecté d'être à l'origine des trompes de pluie qui déferlent sur l'île, les prêtresses du temps. Un jour d'été, tout là-haut dans le ciel, nous avons changé la face du monde. Non, je ne veux pas rentrer. Il paraît que t'as fugué, j'ai raison. Santé! Le film est signé Makoto Shinkai, je l'ai dit, pour les studios Comics Wave, ceux avec lesquels il a déjà porté ses précédents projets, La Tour au-delà des nuages, Voyage vers Agartha, mais aussi et surtout le sublime Your Name, dont on avait dit le plus grand bien ici même, à l'époque de sa sortie, avec justement mon camarade Daniel Andreev. Votre avis sur ces Enfants du Temps, les amis? Julien, tiens. Je sais que contractuellement, normalement, je suis pas censé te donner la parole en premier. Non, on s'en mais fout. bon, maintenant, l'eau a coulé sous les ponts. Et voilà, voilà, exactement. Mais l'eau a coulé sous les ponts, c'est vraiment le cas de le dire pour les Enfants du Temps. En fait, alors Makoto Shinkai, je vais le replacer. Je sais pas trop ce que vous aviez dit à l'époque de Your Name, mais c'est un vrai auteur en fait. C'est un gars qui s'est fabriqué lui-même. D'ailleurs, ses premiers films étaient vraiment fabriqués en autarcie, il faisait quasiment tout seul. Et il a un peu émergé sur la scène de l'animation japonaise, enfin du cinéma japonais, du cinéma mondial, comme une voix très singulière, à la fois extrêmement cohérente et qui partait dans plein de directions en fait différentes. C'est-à-dire que pour citer des exemples vraiment radicalement différents, entre le Voyage vers Agartha que tu as déjà cité et quelque chose comme Garden of Words, il y avait c'est pas du tout le même traitement, c'est pas du tout la même mise en scène. Par contre, tu peux reconnaître certaines thématiques, et notamment ce qui, moi, me semble l'obséder totalement, c'est le rapport entre le paysage et l'univers intérieur de ces personnages. Et le paysage, j'en parle vraiment au sens large, hein, de tout l'univers, tout ce qui peut être autour des personnages. Et puis, une recherche de connecter vers son prochain, et en particulier vers l'être du sexe opposé en fait. C'est savoir comment ces deux mondes en fait peuvent tout à coup à un moment se rencontrer alors qu'ils vivent finalement sur deux mondes très différents. Et en dehors de ça, Makoto Shinkai à chaque fois faisait des propositions qui étaient encore une fois très très fortes et radicalement différentes et pas toujours faciles d'accès. C'est-à-dire que même si on a pu évidemment le comparer à Miyazaki à l'époque de Agartha notamment, ce qui était pertinent hein, d'ailleurs hein, comme comparaison, c'était finalement assez difficile en fait de le rattacher à une école particulière, de le cadrer en fait, du coup de le saisir. Et Your Name, et c'était une des choses qui m'avait extrêmement plu dans Your Name, c'est que j'avais la sensation d'un auteur qui était pas enfin parce qu'il avait déjà livré beaucoup de films très importants, mais qui avait mûri et qui avait suffisamment mûri pour s'ouvrir vraiment au public et livrer une histoire qui finalement était, pour moi, à mon sens en tout cas, la plus accessible, la plus réjouissante, la plus galvanisante et qui était finalement à la croisée entre son univers à lui, son œuvre, et puis quelque chose qui était un peu plus commercial, mais dans le sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire qui sait aller chercher le public par la main pour l'emmener, pour l'élever en fait, vers autre chose. Et on sait ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire que Your Name a été un succès historique, carrément. Il faut, au Japon en tout cas, en France ça a extrêmement bien marché, mais au Japon c'est historique, voilà. Et le gars est devenu d'un seul coup un acteur mais fondamental, si ce n'est
peut-être aujourd'hui l'acteur le plus important du cinéma d'animation japonaise en activité. Et du coup, c'est intéressant de savoir où il va en fait à partir de là, avec ce passif, avec ce bagage. Et c'est au regard en fait de l'ensemble de sa carrière que moi j'ai une mini déception en fait sur Les Enfants du Temps. Et je préfère commencer sur la déception pour aller ensuite vers tout ce que j'aime, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'adore dans le film. Mais c'est-à-dire que j'ai eu la sensation pour la première fois dans l'œuvre de Makoto Shinkai qu'il réitérait. Alors, si j'étais vraiment méchant, je dirais une recette, c'est-à-dire qu'il réutilisait des ficelles que je l'avais déjà vu utiliser auparavant sur les ressorts dramatiques, sur les relations entre certains personnages, sur l'utilisation du fantastique et son inclusion dans un univers finalement très réaliste, et sur l'utilisation de la musique aussi, qui est finalement quelque chose d'extrêmement important et qui a joué beaucoup dans le succès du Your Name et aussi dans le succès des Enfants du Temps au Japon, je crois. Enfin, Daniel me contredira si je dis une ânerie. Mais je crois que ça a été énorme. Et moi, du coup, ça a été le seul truc, c'est-à-dire que c'est la première fois où Makoto Shinkai, pour moi, c'est quelqu'un qui ouvrait plein de portes, peut-être trop auparavant. Et là, j'ai l'impression qu'il ouvre pas de porte, en fait, avec Les Enfants du Temps, qui continue juste sa route. Finalement, c'est ça, moi, ma réserve, elle est minime, en fait. C'est ridicule, parce qu'en dehors de ça, ça reste un film formidable, qui est génial, pour reprendre une expression que Perrine, notre collègue, en fait, utilise très souvent, qui sait merveilleusement bien manier le micro et le macro. C'est un truc qu'elle dit tout le temps, en fait, Perrine, mais je trouve que ça s'adapte très bien à ça. C'est-à-dire que tu peux le lire évidemment au premier degré, qui est une histoire d'amour adolescente, avec même un fond social sur la place et les problématiques des jeunes filles, par exemple au Japon, dans la ville. Il y a même une petite allusion à la prostitution juvénile, en fait, au Japon, il me semble, dans le film, et vers quelque chose de beaucoup plus large. Alors on peut le lire juste comme un discours écolo qui est là, qui est bien présent. C'est pas un truc lourd ou pesant ou quoi que ce soit, mais il est là, c'est indéniable, tu peux pas y couper. Mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça, en fait. C'est ton rapport à qu'est-ce que tu fais de ton entourage, de ton univers et tout, qui fonctionne, il me semble, d'autant mieux que Shinkai, il a un truc, si vous connaissez pas trop son univers, il a un truc incroyable vis-à-vis des décors, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en règle générale, travaille beaucoup à partir de photos. Il fait énormément de photos, en fait, pour tous ses projets et tous ses films, et il les utilise. Il utilise cette banque d'images, en fait, pour créer des univers qui sont très cohérents, où il y a une espèce de... C'est difficile à décrire parce qu'il faut aller le voir, mais en tout cas, il y a une espèce de côté extrêmement naturaliste, en fait, dans ces décors, et en même temps de totalement décalé. Alors, je sais que ça peut sembler antinomique. Il faut vraiment voir le film, je pense, pour que ça fasse sens, ce que je dis, mais qui fonctionne merveilleusement bien, en fait, sur Les Enfants du Temps, puisque l'enjeu, c'est comment toi tu réagis face à une mégalopole comme Tokyo quand tu n'y as pas forcément grandi, d'une part, et comment, en fait, tu peux voir cette mégalopole devenir un univers complètement autre, où peuvent se cohabiter, en fait, quelque chose de finalement très terrien et quelque chose de beaucoup plus éthéré, de l'ordre du merveilleux et de l'imaginaire. Voilà. Donc, en dehors de ce que signifient Les Enfants du Temps, peut-être dans la carrière de Makoto Shinkai, mais ça, seul l'avenir me dira si j'ai raison de m'inquiéter ou pas sur ce truc-là. Ça reste un film vraiment merveilleux et enlevé, c'est hyper drôle. En plus, il y a une pléthore de personnages secondaires à crever de rire. Un petit frère, notamment, Dragueur, que je trouve absolument formidable. Et voilà, allez-y, c'est super. Stéphane ? Alors moi je connais pas bien du tout la carrière de Makoto Shinkai. Je crois même, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier que je vois. Alors du coup, je suis assez... tu es notre newbie. Voilà, je suis assez novice là-dessus. J'ai même pas vu Your Name encore, mais c'est prévu. Et en fait, le truc, c'est que... On peut savoir quand je sais pas, un jour. Un jour, ok. En fait, je voulais me le refaire avant pour l'émission, en fait, mais j'ai pas eu le temps. Et la grève, tout ça. Voilà, je dis ça. On enregistre au cœur de la grève. Ils ont tous marché plusieurs semaines pour venir jusqu'à ce micro. On traversé le Mordor. On sait très bien que ça sera encore la grève quand on publiera l'émission. Donc voilà, quoi. Sinon, ça veut dire qu'on a perdu. Et en fait, le truc, c'est que ce que je trouve assez formidable, alors Julien, il a un peu touché du doigt ça, c'est que moi qui suis jamais allé à Tokyo, qui suis jamais allé au Japon, en fait, tout court, il y a une logique d'immersion, en fait, dans la ville. Et vraiment, là, je parle d'avoir l'impression, en fait, d'y être vraiment.
À la fois, effectivement, j'ai l'impression que quand, par exemple, il arrive dans une certaine rue ou dans un certain machin, je pense que cette rue, elle existe vraiment. Ouais. Et qu'en fait, il est très spécifiquement Il y a allé une chercher exigence cette rue-là. Voilà. Ça, c'est Daniel qui nous le dira. Ouais, je pense que c'est pas forcément une info qui est distribuée, mais c'est le sentiment que tu as, en fait, quand tu vas voir le film. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que du coup, comme il a un vrai travail, en fait, très précis, en fait, sur effectivement les décors, sur la façon aussi dont il va les mettre en scène et sur la façon dont il va utiliser, c'est du dessin traditionnel, précise, le numérique, en fait, pour augmenter, en fait, dans certains plans, des éléments naturels qui vont se refléter sur les décors, c'est-à-dire un rayon de soleil, la pluie. La pluie n'est pas toujours en numérique, mais il y a des plans où elle l'est. Et en fait, c'est assez bien choisi. Il y a un truc, en fait, qui est extrêmement intéressant parce que c'est extrêmement immersif. Et du coup, tu te retrouves dans une espèce de film qui pourrait... ça raconte une histoire spécifique. C'est un jeune gamin qui rencontre ce qu'on appelle une fille soleil, en fait, et qui est une jeune enfant, en fait, qui a la capacité, en fait, une jeune adolescente, qui a la capacité, en fait, de changer le temps, en fait, de contrôler le temps, d'influer sur le temps. Et du coup, il y a quelque chose de merveilleux dans l'intrigue. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est traité d'une façon complètement, naturaliste, à ce moment-là, l'irruption du fantastique, en fait, est hyper forte et hyper prégnante, en fait. Et là-dedans, il utilise aussi, encore une fois, de la mise en scène numérique. C'est-à-dire il va y avoir un espèce de mouvement de caméra où tu sens que c'est généré par ordinateur. Il va y avoir, en fait, des trucs comme ça. Et du coup, il y a quelque chose de totalement... qui t'emporte. Tu crois totalement en cet univers-là, jusque dans l'aspect... très mélodramatique, en fait, du final. Moi, si j'ai un truc éventuellement à reprocher au film, c'est plus, j'ai l'impression, les contingences, en fait, de ce type de production où il faut qu'il y ait de la J-pop. Et bon, moi, j'avoue que ça me casse un peu les oreilles, quoi, tu vois. Donc le truc, c'est que c'est pas mon univers là-dessus. Et j'aurais préféré que dans un truc aussi naturaliste, en fait, ils puissent passer de ça. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de gens, surtout, j'imagine au Japon, en fait, en tant que spectateur, ça a été un carton, si j'ai bien compris. Mais en plus, à l'étranger, en fait, qui raffolent de ça. Donc, en fait, c'est voilà. Moi, je trouve que ça fait partie des trucs un petit peu, un peu casse-tête, en fait, quand tu regardes le film. C'est un peu fréquent. Un peu forcé. Voilà. Mais après, c'est tu ne sais pas ce qui est C'est bon. pas ce qui est beau. Non, mais après, c'est pas très grave, en fait. Ça sabote absolument pas le film du tout. Il a cette capacité à se plonger un petit peu dans le mélodrame, en fait, jusqu'à des points, c'est-à-dire au moment où tu te dis il va s'arrêter là, en fait, non, il en rajoute une petite couche, en fait, et ça, c'est plutôt agréable quand même, malgré tout, en fait, parce que s'il assume, en fait, son sujet. Donc voilà, oui, du coup, moi, en fait, voilà, Julien a dit beaucoup de choses. Moi, je pense que à partir de là, oui, j'ai envie de voir la filmo de ce monsieur, quoi. J'ai envie d'aller découvrir, quoi. Ça t'amène vers le reste. Daniel. C'est une sacrée filmo et Julien l'a vraiment bien resitué parce que c'est quand même un mec qui a commencé à faire ses films tout seul avec un ordinateur. C'est vraiment un self-made man. Son premier Komo no Muko, il est vraiment clic à la souris. Il a fait il faisait toute la production tout seul, le chara-design tout seul. Mais ce film-là, c'est pas du tout la même sauce, parce que pour lui, c'est pas son deuxième film, mais c'est par contre c'est l'album d'après, pour parler musical. C'est-à-dire, il a fait son méga tube, il a fait un des plus gros succès de l'histoire du Japon au cinéma, et donc celui-là, c'est un peu la pression, parce qu'il doit répondre aux gens qui vont aller voir ce film en se disant « Say Your Name ». Et Your Name 2, quoi. Ouais. D'ailleurs, à tel point qu'il y a les personnages de Your Name qui font un caméo dans ce film-là. Donc, on pense qu'il y a un Makoto Shinkai verse, en fait. Peut-être on va voir le fabricant de chaussures de Garden of Words. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'il est en train d'aller dans cette direction. Donc, du coup, ça veut dire que, c'est ce que disait Julien, on est sur les mêmes pulsations narratives. Par exemple, on a abusivement Radwimps, qui je trouvais assez délectable, donc ce groupe J-pop, vraiment pop folk japonais, absolument inoffensif, très mignon, très adapté à Your Name. Ça y est, on le ressort pour le faire la même chose et il refait les mêmes chansons. Et tu sais, quand c'est le goût de même chose, c'est jamais très agréable. Ouais. Et donc, du coup, t'as cette problématique. Ensuite, il y a un truc qui me paraît ultra important, et vous parliez de naturalisme à juste titre, parce que c'est une forme de naturalisme, c'est presque du panthéisme urbain, en fait, j'ai envie de dire. C'est l'école Hideaki Anno, on peut regarder des poteaux électriques pendant des heures, et on fait des plans avec, et c'est intéressant, en fait. Visuellement, c'est vraiment c'est un langage très, très, très intéressant, toujours Makoto Shinkai. Et là, il est allé une étape plus loin, c'est-à-dire que déjà, il y avait un petit peu ça dans Your Name, qui est l'utilisation
de la publicité et du placement public dans un film d'animation. Il y en a de plus en plus au Japon. Il y a des robots géants sponsorisés avec la marque de boissons énergétisantes. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Maintenant, c'est quelque chose avec lequel, c'est une notion avec laquelle il faut vivre. Et là, on arrive dans un cap et tu l'as souligné à juste titre, Stéphane, parce que sans avoir été au Japon, tu as l'impression d'y avoir été parce que tu y as été. En fait, dans les rues de Shinjuku, ils ont chopé toutes les devantures, en fait. Ils demandaient, enfin, bien sûr, ça se fait avec autorisation, mais ils ont recréé des rues entières avec les commerces, avec les bidules, avec les machins. Et donc, la rue de Shinjuku, tu as l'impression d'y être. Mais c'est pas juste ces marques de devanture, parce que sinon, ça serait que ça, c'est pas grave. Hein. Moi, je pensais vraiment Nicky Larson, il l'a fait. La première fois qu'il arrive et qu'il voit le type qui lui a sauvé la vie sur le bateau, là. Enfin, qui lui a sauvé la vie et qui se retrouve dans son bureau, cette rue, et qu'il arrive et qu'il a une adresse en main. Je suis sûr que c'est la même. Elle existe, et Your Name aussi utilisait une île qui existe pour y avoir été. Genre, c'est vraiment le même truc. Et là, en plus, il y a la notion de venture, mais aussi la notion de marque, et toutes les marques possibles et imaginables. T'as l'impression que le Japon entier a été sponsor de ce film, et ça se voit dans le staff. C'est-à-dire que à un moment, ils trinquent, ils ont 3 canettes différentes dans la main, et il y a le mec qui a sa Kirin, il y a le mec qui a sa Asahi, il y a le mec qui a son soft drink. Et il y a un moment, tu sais, c'est comme le jeu Yakuza où ils essayent d'avoir tout sponsorisé, et un moment où si tout est sponsorisé, tu vois plus que ça. Et il y a un moment pour moi, le cap du qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, c'est le pauvre héros, il est au bout de sa life, il est vraiment au bout de sa vie, il est déprimé, il est mouillé, il est trempé, et il va dans un McDo. Et là, la nana lui apporte un Big Mac, elle lui offre un Big Mac. Et le Big Mac, en plus, il a ce qu'on appelle au japonais le kyun, tu vois, c'est un petit moment, ce petit geste de la nourriture qui s'épanouit quand l'air arrive dessus. Et le burger, il se gonfle de bonheur. Et au moment où il le sort de la boîte, c'est très subtil. Mais il faut voir ça, parce que la représentation de la bouffe, c'est très important dans les films d'animation, que ce soit Miyazaki, tous les autres. C'est vraiment un truc important. La représentation de la bouffe en animation, c'est un truc vraiment... La bouffe au Japon, c'est important. Oui, mais genre visuellement dans l'animation... Le visuel. Et là, tu vois le burger, et là, il dit cette phrase... C'est le meilleur repas que j'ai jamais fait dans ma vie. Et là, genre, j'ai décollé, j'ai fait stop, Makoto, c'est pas ça que j'ai envie de voir, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Et le film était tout le temps ça. Il me transportait dans une espèce de monde parallèle où on essaye de recréer quelque chose. Et c'est le moment où il y a où le commerce a pris le pas sur le message. Et pour moi, à partir de genre juste pour ça. Après, il y a aussi un autre détail et on peut pas y rentrer dedans sans spoiler le film, mais j'ai aussi un autre souci narratif de si le héros n'existait pas, en fait, l'histoire se passerait mieux, en fait. Et quand tu vois il y a toute une histoire il trouve un gun au début du film, et en fait tu te rends compte que ce gun n'a pas vraiment de fonctionnalité dans le film. Tu sais pas pourquoi il arrive, pourquoi le gun est là. Tu te dis ça t'interroge parce qu'un gun au Japon c'est rare. Donc pourquoi un môme il trouve un gun au Shinjuku. Donc il y a plein de problèmes qui font que ce film je suis resté à ses portes. Et ça me fait d'autant plus chier que j'adore Makoto Shinkai, et en plus j'ai chié sur la pub, mais ce film est ultra beau. C'est vraiment magnifique. Parce qu'il y a un moment, je peux pas spoiler, mais le dernier tiers, on rentre dans un monde, c'est un monde un peu différent et tout. C'est super beau. Ça n'a aucune logique. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je trouve ça vraiment très très beau. Mais je suis resté à ses portes. Alors que j'aurais voulu avoir au moins un petit peu pas de Your Name, mais au moins de quelque chose de nouveau. C'est ce que tu disais, Julien, c'est qu'il m'a ressorti la même soupe. Bon, après ça te dérange pas quand tu te tapes 22 Marvel en l'occurrence, quoi, tu vois. Donc, non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que moi, ce qui m'étonne, en fait, là-dedans, c'est que je veux bien, en fait, que tu aies un problème vis-à-vis de McDo. Je pense que tout le monde à cette table a un problème vis-à-vis de McDo, dans l'absolu. Mais en fait, ce que je... non, mais vis-à-vis... mais est-ce qu'en fait, ça te semble pas cohérent narrativement vis-à-vis du personnage ? C'est-à-dire que c'est là où en fait moi je l'ai pris comme ça le truc. C'est-à-dire que pour moi c'est comme les 3 canettes. C'est-à-dire je connais pas ces marques-là, j'en ai aucune conscience pour le coup, contrairement à McDo, que ça existe, mais en fait ces 3 canettes elles représentent trois personnalités en fait. Bien entendu, et il y a un truc, c'est parce que là je me suis limité aux marques du poisson qui parle, mais tout est putain de sponsor en fait. C'est-à-dire que quand il sort son smartphone, l'appli a payé c'est visuellement l'appli de navigation qui a payé pour être dans le film, et tous les trucs que tu vois, les magazines, les machins, tout. C'est un moment où trop de réel me tue.
Genre, c'est peut-être. Pourtant, j'adore les représentations du réel, surtout au Japon, genre Production IG, ce qu'ils font pour Ghost in the Shell, enfin tout ce truc ultra fantasmé de surréel, même carrément. Oui, mais là, c'est de la SF. Ouais. Mais là, on est dans une SF en fait, finalement. C'est un film fantastique. Ouais, tu parles, ouais. Mais le truc, ça c'est marrant parce que justement, en fait, il y a. Est-ce que tu trouves pas, enfin, sans spoiler, donc le truc final dont tu parles, mais c'est un truc qui est lié. Non, c'est un truc qui est lié à Tokyo et à ce que Tokyo est censé représenter au Japon en fait en tant que ville, quoi. Justement, est-ce qu'il n'y a pas encore une fois une. Enfin là, je m'adresse vraiment à la personne qui est censée connaître cette culture-là, tu vois. Et en fait, je m'interroge. Je l'ai vu à Shinjuku alors que justement, je voyais, genre, je suis allé dans la rue directe de la rue où se passe du truc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut en fait nous raconter avec ces personnages ? C'est encore une interrogation. Et tu vois, je suis en train de dire, je suis en train d'être assez négatif sur le film, mais en même temps, je suis pour que les gens aillent le voir, quoi, parce que ce cinéma n'existerait pas si les gens ne le soutiennent. Enfin, tu vois, il y a un truc complètement paradoxal. Bon, après, il existe au Japon, il sortirait pas. C'est ça que tu veux dire Oui, bien sûr. Mais au Japon, c'est un carton. Voilà. Au contraire, et je pense que si t'as pas vu Your Name, je pense que c'est une super introduction. Si t'as pas pour moi, oui. Alors moi, j'ai pas vu Your Name. Pour toi, ça va être une montée ascendante. Oui, mais très probablement. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'indépendamment, encore une fois, des problématiques. Comment dire, de pas forcément avoir un pied dans cette culture-là parce que j'ai jamais foutu. Ah non, mais là-bas. C'est ça l'universalité du propos. Voilà, c'est que ça parle à toi, ça parle à moi, ça parle à Julien. Pour moi, il parle pas automatiquement que de ça, en fait. Non, bien sûr. Même j'ai envie de dire, oui, j'ai vu. Par exemple, le McDo, tu peux pas ne pas voir cette référence, tu vois. Mais en fait, je me suis pas du tout posé la question comme un placement de produit. C'est-à-dire que tu peux te demander pourquoi c'est un McDo. Mais en fait, en plus, c'est au bout de 10 minutes dans le film, tu vois. Donc tu te dis, mais en fait, c'est un rapport avec comment ce gosse fonctionne vis-à-vis. Il aurait été dans un fast-food japonais, je pense que la question se posait moins. Et là, c'est précisément McDo qui est là-dedans. Et du coup, ça m'a complètement laissé au port dès le début. D'accord. Mais je faut quand même reconnaître le savoir-faire de cet homme, quoi. Enfin, je veux dire, évidemment. Oui, puis même en termes narratifs, tout simplement. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense que tous ces trucs-là, ils ont une fonction qui définissent beaucoup de personnages. Je suis d'accord avec toi, par exemple, sur l'arc sur le flingue. C'est pas forcément le truc le plus réussi. C'est parce que c'est un petit peu ramené, ça revient vers la fin, et en fait, du coup, tu te dis, on n'avait pas vraiment besoin à ce moment-là dans le film automatiquement d'avoir une sous-intrigue en fait qui ramène justement au réel. Ça aurait dû être un peu plus mais c'est pas très grave en fait. C'est pas. J'ai une petite théorie là-dessus, c'est que Makoto Shinkai, entre deux films, il fait quand même des petits pas des courts-métrages, il fait des publicités en fait. C'est un mec qui fait énormément de publicités et c'est pas mal vu au Japon. C'est vraiment, et c'est un moyen de financer ses films, quoi. Et donc il fait pour des compagnies d'assurance ou des machins comme ça. Et si tu regardes, il y a un peu une filiation entre les deux visuels. Donc je me demande si à force de faire des pubs, il s'est pas dit que c'est le moyen le plus simple de mettre en chantier un film de cet acabit. Après le succès de Your Name. Enfin, j'ai du mal à croire. Il est le roi du pétrole après Your Name, et il se dit je vais faire un peu le même film avec. Mais je sais pas. C'est vraiment. Je me pose toujours la question. Ce truc-là, ça me semble beaucoup moins problématique que quand James Bond il rentre dans un camion Perrier, tu vois, dans GoldenEye ou ce genre de truc. Si c'est avec une Audi, je suis pas d'accord, mais c'est Aston Martin, d'accord. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est à un moment donné, c'est pas des placements de produits. Pour le coup, James Bond, c'est le film qui a inventé le placement. Voilà. Donc je trouve ça moins problématique là-dedans que dans comment dire. Shaken No Stern. Au-delà de ces placements de produits et de ces camions Perrier et de ces McDo, toutes ces marques qu'on a citées alors qu'on n'a pas le droit, on va faire. On n'a pas le droit. Et le CSA, tu connais le CSA, mon garçon? Il faut tous les payer maintenant. On paye tout. On met la clé sous la porte. Pour terminer, on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations dans le domaine qui vous siera, chacun, parce que vous êtes libre. C'est un moment de liberté pure. Daniel. Écoute, il y a un film qui vient de sortir cette semaine. Cette semaine quand on enregistre, cette semaine quand on enregistre, parce que tu sais que l'émission est diffusée début janvier du coup. Ah merde, bon, il faut aller le voir, et s'il faut prendre une machine à remonter dans le temps, mais il y a le meilleur film d'animation de tous les temps, au moins de cette décennie en tout cas, qui s'appelle Millennium Actress, qui est ressorti sur les salles qui date de 2001. Qui date de 2001, donc de cette décennie, de ce siècle. Je sais que tu ne vieillis pas. C'est vrai que j'ai basculé dans le Daniel temps. Daniel a éternellement 27 ans. Les enfants du temps. Donc Millennium Actress, extraordinaire film. Satoshi Kon, c'est vraiment, c'est pour moi son chef-d'œuvre. C'est un film qui m'a marqué. C'est un film. Je suis retourné le voir en projo à Max Linder. C'est un film qui me bouleverse profondément. C'est un génie de l'animation qui est parti trop tôt, et sa disparition nous rappelle à quel point il est difficile d'être dans ce métier
surtout quand tu es au Japon, quand tu es payé 2 fois moins, à travailler 2 fois plus, et que ça te use la santé. C'est quelqu'un qui est parti vraiment physiquement, il tenait plus à la fin. Et voilà, c'est une énorme déception. Et puisque c'est diffusé en début d'année, je fais une reco surprise. Il y a un autre film d'animation qui, guettez-le. Alors, il a été projeté en festival, il a été projeté au PIF, il a été au Forum des images aussi. C'est un film qui s'appelle Ride Your Wave, qui est réalisé par Masaki Yuasa. Et Yuasa, c'est un gars qu'on a vu notamment dans Devilman, l'adaptation de Devilman sur Netflix. C'est un animateur et un directeur d'animation extraordinaire qui a son propre style, qui a un vrai style à lui. C'est une histoire d'amour. Moi, ça m'a fait penser à du Mishima, mais réalisé en 2019, quoi. C'est poignant, c'est beau, c'est extraordinaire. Et quand tu vois que, tu vois, de Makoto Shinkai à Yuasa et c'est le mec qui a fait Mind Game. C'est le mec qui a fait Mind Game. Mind Game, chef-d'œuvre. On est d'accord. Mind Game extraordinaire. Donc voilà, guettez Ride Your Wave. Il n'a pas encore de distribution, je crois pas. Mais franchement, vous pouvez être hypé. C'est vraiment extraordinaire. Je pèse mes mots. Stéphane. Moi, j'ai bu une bonne canette de coca. Je voulais faire. Tu arrêtes un peu avec tes placements de produits. Là. Non, j'allais dire, mais en fait, c'est marrant parce qu'il en a parlé. Parce que moi, je suis jamais allé au Japon. Ouais. Je fais pas une reco de film en fait. Je sais ce que tu veux. Voilà, mais il en a un peu parlé, il en a touché du doigt et c'est vrai que c'est assez marrant parce que il y a un peu de ça en fait aussi quand tu regardes le film Les Enfants du Temps. Et en fait, j'allais recommander entre guillemets. Alors moi, les jeux sont extrêmement longs. C'est des jeux vidéo. Ils sont un peu répétitifs, faut être honnête aussi quand même. Voilà, tu vois. Mais c'est la série des Yakuza en fait, où effectivement tu as une représentation de Shinjuku et en fait t'as tout ce que tu vois dans le film déjà, t'as les pachinko, les trucs comme ça, etc. Tu les as dans le jeu. Et c'est un jeu qui est mine de rien en fait pour moi la meilleure porte d'entrée en fait pour pouvoir aller au Japon. Moi qui suis jamais allé au Japon. Et donc voilà, tout est ressorti sur PlayStation 4 en remaster. Voilà, il y a 6 épisodes plus des spin-offs plus. Tu vois. Exactement. Donc, édité par Sega. Voilà. Distribué en France par Koch Media. Très bien. Actuellement. Ouais. Tous les détails. Nous avons tous les détails techniques. Julien. Moi aussi, je vais parler de Millennium Actress parce qu'on devait faire en plus un ciné qu'on n'a pas pu. C'est vrai, on est frustré. Mais non, mais parce que en fait, les gauchistes. Ce qu'a pas dit Daniel, c'est que le film avait été acheté par DreamWorks en fait à l'époque, et le film n'a eu qu'une sortie vidéo. Il est un peu passé sous les radars et tout le monde a un peu découvert Satoshi Kon, ou en tout cas ce versant de la carrière de Satoshi Kon avec Paprika, qui est un film que moi j'adore, mais pour moi tout était en fait là dans Millennium Actress. C'est un des films, effectivement, moi c'est un des plus grands films que j'ai vu de ma vie, et j'en ai quand même vu un certain nombre. Je sais pas moi, c'est du niveau d'un Kubrick. Il faut savoir que Satoshi Kon a storyboardé, comme tous ces grands réalisateurs d'animation japonaise, il storyboardait lui-même ses films, mais lui il allait dans un souci du détail, de la précision qui était ahurissante. Et je pense que c'est une des clés en fait de la réussite de Millennium Actress, c'est que du coup on se retrouve avec un film plein, un film d'une densité ahurissante qu'on n'en finit pas en fait de décrypter, parce qu'il a une structure cyclique qui se répond en permanence avec des strates et des strates et des strates de lecture. On peut le voir comme un commentaire sur l'histoire du Japon, un commentaire sur le rapport de l'homme à la fiction, et sur le cinéma, sur le cinéma évidemment, sur l'histoire du cinéma, enfin sur l'homme et la femme aussi. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur Millennium Actress. C'est dommage parce que moi, j'aurais été heureux qu'on fasse quand même un ciné là-dessus. C'est un film monumental. Il faut vraiment aller le voir. Ne loupez pas ça. Il est ressorti. C'est vrai que quand cet épisode va être diffusé, ça fera quelques semaines déjà qu'il est sorti. Mais en même temps, je crois que c'est Splendor qui le ressort. Donc, il va y avoir il va pas mal tourner, passer dans les circuits d'art et essai. Donc, je pense que vous aurez une occasion. Et allez le voir en salle, parce que moi, je l'avais jamais vu en salle. La copie est plutôt belle en plus. Et c'est pas la même chose. Enfin voilà, vous avez une immersion, une chance. Voilà. Et une deuxième petite reco pour pas complètement me limiter à la doublette avec Daniel et puis correspondre à ma réputation, c'est qu'il y a un autre film d'animation que je vous conseille, qui est sur Netflix, qui s'appelle Close, qui est un film espagnol et qui est un film d'animation qui a été recommandé dans nos cinémas. Ah, c'est vrai déjà. Tu vois, et qui est un film en animation traditionnelle, qui est un pur film de Noël, qui se cache pas d'être un film de Noël, qui l'assume totalement, mais qui est déjà c'est vraiment un régal pour les yeux, et il se trouve que c'est drôlement malin aussi en plus, et avec un dénouement
qui m'a accueilli. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ça. Alors peut-être que c'est déprécier un peu le reste du film, j'en sais rien, mais en tout cas, le mec arrive à se sortir d'un concept qui est pas évident avec un dénouement merveilleux, quoi. Voilà. Et c'est vraiment à voir, c'est vraiment très chouette. Je confirme que c'est hautement recommandable. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Mathieu, à la technique Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.